Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Nous allons parler désormais de la doux mobilité instable. Alors, dans ce topo, je vais bien différencier la luxation de la luxation intraprothétique dont on ne parlera pas, qui est une complication spécifique de la doux mobilité qui désormais n'existe quasiment plus, voire plus, avec les nouvelles générations. Alors, pourquoi, déjà avant de comprendre la luxation, il faut comprendre la doux mobilité et pourquoi finalement on a peu de luxation. On en a parlé tout à l'heure, Nicolas Reyna vous en a parlé. L'élément clé, c'est la jump distance qui est augmentée de manière beaucoup plus importante sur ce type d'implant, ce qui explique on va dire son efficacité comme système anti-luxation. Alors au cours de ce topo, on va d'abord partir d'épidémiologie pour regarder un peu les facteurs de risque, puis finalement établir une stratégie quand vous avez une luxation avec une double mobilité. Alors au niveau de l'épidémiologie, il faut savoir que le taux de luxation sur ces doubles mobilités il est différent dans une situation primaire que dans une fracture du col du fémur, que dans une révision. Et on parlera aussi des luxations itératives qui sont encore plus faibles. Alors, vous voyez les services du service et puis les séries du service de Lyon Sud, toutes des séries primaires sur des hanches de coxarthrose. Et vous voyez, on arrive, que ce soit dans les anciennes séries avec plus de 25 ans recul que sur les nouveaux implants, à des luxations qui sont quasiment néantes. Donc, ce n'est pas un problème pour les chirurgies primaires. Lorsqu'on parle des fractures du col du fémur, on peut prendre le papier qui a été fait par la Sofcote il y a quelques années, vous voyez, sur cette population plus à risque, plus âgée, avec des problèmes musculaires et neurologiques, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on a des taux de luxation qui sont un peu plus élevés, d'environ 1,4%. Lorsqu'on regarde un petit peu la littérature, il y a pas mal de papiers qui commencent à sortir et vous voyez, on a des résultats qui sont plutôt satisfaisants, avec majoritairement des taux de luxation qui avoisinent les zéros. Lorsqu'on va parler de révision, c'est un petit peu différent. Alors, une première série de notre service où on avait fait les révisions après un échec d'ostéosynthèse du fémur. Et vous voyez, on est à peu près autour de 3%. Lorsqu'on regarde les séries, notre service et puis Lyon Sud, vous voyez, pour des révisions toutes causes, on est autour des 3,5%. Lorsqu'on regarde, lorsqu'il y a des pertes de substances osseuses, alors minimes, on est autour des 3%, et puis majeures, alors des patients vraiment compliqués, là on est plutôt autour des 9%. Alors, il est bien évidemment indispensable d'étudier les facteurs de risque avant d'établir une stratégie. Alors, les facteurs généraux qu'on connaît tous, là issus d'un papier paru dans le Lancet avec quand même 5 millions de hanches. Et vous voyez toujours un peu les mêmes patients qui sortent. Donc les facteurs de risque liés aux patients, avec notamment le BMI, l'âge. On a parlé tout à l'heure avec Monsieur Arnigou des problèmes neurologiques et musculaires. Il existe bien évidemment une influence de l'approche chirurgicale et puis on n'en parle jamais assez. Il existe un facteur chirurgical en fonction on va dire du nombre d'interventions que fait le chirurgien par an. Et puis bien évidemment il existe des facteurs liés aux implants. On va venir un petit peu dessus. Alors pour ce qui est de la cupule, bien évidemment il y a des paramètres qui vont jouer dessus: la taille, l'inclinaison, l'angle d'abduction, la version, notamment l'antéversion, la rétroversion, et puis ce qu'on appelle le Vost effect, qui est la hauteur par rapport au teardrop. Pour ce qui est de la tige fémorale, bien évidemment, la longueur va jouer, l'offset, notamment pour l'angle et le moment adducteur, et puis la rotation dans la version. Alors voici un exemple du service. Alors vous voyez, quand ça survient, une luxation de double mobilité, c'est plutôt dans ce type de patient, hein, c'est-à-dire pas un patient de première intention du tout. Et vous voyez, là on peut clairement identifier des facteurs de risque avec une tige qui est avec une longueur qui est trop courte, un problème de version et puis un problème d'offset fémoral. Le dernier facteur de risque, c'est bien sûr les impingements qui peuvent se produire entre les implants avec l'os et qui sont directement corrélés à l'amplitude articulaire.
Alors maintenant, quelle est la stratégie? Alors, j'ai essayé de faire finalement des étape après étape, dans l'ordre un petit peu d'invasivité. Alors bien évidemment, il faut les réduire la première fois que ça arrive. Bien évidemment, ça se fait sous anesthésie. Ça, c'est un message clé. Michel-Henri Fessy vous en a parlé tout à l'heure. Si on ne le fait pas sous anesthésie générale, déjà, on n'arrive pas à le faire. Et puis, en plus de ça, on peut faire des traumatiques intraprosthétic dislocation, donc des luxations intraprothétiques. Et c'est hyper important d'endormir vos patients pour pouvoir le faire. Si malheureusement votre patient il présente malgré ces réductions d'autres épisodes de luxation, la solution qui est quand même facile à mettre en place, c'est ces systèmes d'attelles. Alors au début on faisait des plates, maintenant on a quand même des attelles qui sont sur mesure, qui sont soit un peu contraignantes mais qui évitent une chirurgie itérative et qu'il faut porter jour et nuit. Alors nous on préconise plutôt 1 mois et demi. Si par contre on arrive malgré ce traitement on va dire orthopédique à de nouveaux épisodes de luxation, là il faut se poser la question de s'il y a une anomalie au niveau de la tige ou de la cupule acétabulaire. Donc on a vu qu'au niveau de la cupule, il va falloir regarder notamment s'il est trop vertical, si le cotyle n'est pas trop haut et s'il n'est pas rétroversé, notamment pour les approches postérieures. Pour ce qui est de la tige, il va falloir essayer de regarder s'il ne faut pas augmenter la longueur, augmenter l'offset et puis corriger un problème de rotation. Bien évidemment, l'impingement est important. Alors, il est toujours difficile à évaluer sur des radiographies parce que c'est un phénomène qui est plutôt dynamique. Donc, bien penser pendant votre geste chirurgical de révision à regarder s'il n'existe pas des conflits osseux ou entre les implants. Après, on passe à l'étape d'après où on peut se poser la question d'utiliser une plastie des parties molles, une ostotomie. Alors, chez certains patients, notamment les très fragiles, on peut directement passer à cette étape 4 sans passer par l'étape 3 en se disant qu'on évitera de changer les implants pour diminuer la morbidité du geste. Alors, plusieurs possibilités. Alors, il y a tout un tas de techniques qui existent. Alors, je vous donne vraiment les principales. Il y a le transfert musculaire qui a été décrit par Whiteside, qui marche très bien. La technique au fascialata que vous a décrit Michel-Henri Fessy tout à l'heure. Les ligaments artificiels qui sont quand même de moins en moins utilisés avec les déboires qu'on leur connaît. Et puis désormais les allogreffes. Alors les allogreffes, ça a commencé avec l'Achille et puis maintenant il y a d'autres tendons qui sont utilisés avec d'autres techniques un peu moins invasives. Alors, attention à ça quand même, il faut savoir que ça marche bien. Michel-Henri Fessy disait à peu près un patient sur 2, mais attention, il faut prévenir votre patient qu'il y a un risque de raideur de hanche, parce que dans toutes les séries, on retrouve ces raideurs, c'est-à-dire que le patient ne se luxe pas, mais il est raide. Certains cas d'ostotomie sont décrits, notamment au niveau du grand trochanter. Alors on peut faire des avancements, notamment distaux, pour retendre entre guillemets les moyens fessiers. Et c'est une arme thérapeutique qu'il faut connaître. Et puis en dernière solution, on a les cotyles contraints, donc dont Monsieur Arnigaud vient de nous parler. Alors nous, pour vous donner un petit peu notre expérience dans le service, vous voyez, où on utilise la double mobilité depuis le départ, depuis Gilles Bousquet, on l'a globalement jamais utilisé. C'est-à-dire que si vous faites correctement les choses avec la double mobilité, il y a peu de risques d'arriver à cette étape. Alors en conclusion, la double mobilité, c'est par définition un système anti-luxation. Donc vous voyez, il n'y a pas dans les situations primaires ou peu de luxation dans les situations de reprise. Et le taux de luxation itérative, il est vraiment faible. Alors dans le papier de Patrice Mertel, vous voyez, c'était moins de 5%, donc ça reste quand même très faible. Il faut connaître et identifier les facteurs de risque. Et finalement, la meilleure solution dans la double mobilité pour éviter encore plus les luxations, c'est de connaître ces facteurs de risque pour finalement mettre les implants dans de bonnes positions. Et puis la stratégie, si on peut la résumer, c'est d'abord réduire, mettre des Bermudas, se poser la question de corriger des facteurs de risque, connaître les solutions sur les parties molles qui peuvent enraidir la hanche et éviter ces luxations. Et puis finalement, le dernier recours, ça reste les cupules contraintes. Je vous remercie.